Vous avez dit que si l'OTAN envoyait des chars, vous alliez les brûler. Vous vous souvenez? Ouais. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, vous savez bien, d'ailleurs, de l'histoire, que les chars allemands ont été déjà brûlés sur les territoires de l'Ukraine. On va le faire encore une fois. On s'en fout de ses limites, on s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron, on s'en fout de limites de Macron et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire, vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Toute cette rhétorique néocolonialiste européenne sur le droit de l'homme, sur les priorités de l'état de droit et tout ça, on voit aujourd'hui l'hypocrisie de l'Occident vu les événements à Gaza, avec les bombardements israéliens. On voit qu'est-ce que ça vaut. Donc heureusement que nous, on n'a pas cru à l'époque et on ne croit jamais à des choses qui aujourd'hui continuent à répéter les leaders européens. Ils voulaient gagner la guerre sur le champ de bataille. Borrell a dit clairement, il ne faut pas de négociation, il faut gagner la guerre sur le champ de bataille. Donc on verra bien où le champ de bataille va se terminer, à la frontière polonaise ou je sais pas, quelque part. Et où sera la frontière polonaise? Où sera la frontière polonaise, effectivement. Mais je sais que c'est une faute fatale pour l'Union européenne et c'est une faute fatale pour l'Europe de joindre les États-Unis dans cette rhétorique anti-russe lors du conflit en Ukraine. L'OTAN est une organisation militaire qui a une fonction politique. Donc est-ce que la défaite de l'OTAN, selon vous, pourrait avoir des conséquences politiques, notamment sur l'hégémon américain par rapport à l'Europe? Vous savez, au début, quand la Russie a encore appelé les États-Unis et l'OTAN en général à des négociations, il s'agissait de repousser les bases militaires de l'OTAN au niveau de 1991. Donc cet appel a été ignoré parce que les États-Unis et l'Union européenne, ils ont pensé que la Russie c'est un petit pays régional et donc il n'a aucune influence sur cette question. L'OTAN va s'élargir parce que les pays veulent la protection de l'OTAN. Pour nous, pour les Russes, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple à expliquer à mon avis, mais personne ne veut le faire. Cela veut dire que s'il y a par exemple les missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien, on a 3-4 minutes du moment du lancement de missiles jusqu'à notre réponse. Si les missiles sont en Allemagne, on a 10 minutes. Donc pour nous, c'est une question de la sécurité nationale. C'est ce que en Occident, on n'a pas compris. Et on va assurer notre sécurité nationale, géopolitique, par tous les moyens qu'on a, notamment aussi par les moyens militaires, mais aussi par les moyens diplomatiques. On va attendre que la situation se change. Le 2023, c'était aussi une année importante pour les BRICS. Alors prenons un peu de largeur, sortons du continent européen. Comment vous voyez cette évolution avec l'entrée au début 2024 de nouveaux membres? Mais regardez, après le début de la crise en Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne, ils ont mis en but isoler la Russie. Aujourd'hui, 2/3 ou 3/4 de la population mondiale avec la Russie dans le BRICS. BRICS, c'est pas en alliance militaire, c'est en alliance économique. C'est une communauté économique pour des échanges surtout économiques, mais avec l'Inde, Chine, bientôt Argentine, Égypte. Donc il y a l'élargissement du BRICS et avec cet élargissement, on voit que 2/3 de la puissance mondiale en finance, en économie commence en nouveau alliance, commence à travailler ensemble, même sans dollars, en utilisant les devises nationales. Alors, vous parlez de la Chine, les détracteurs, donc notamment de la Russie, disent que l'alliance entre la Chine et la Russie est déséquilibrée dans la mesure où la Chine est beaucoup plus puissante industriellement. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
On est très différent avec les Chinois. Ils sont peut-être plus puissants industriellement, mais la Russie a sa propre histoire et sa propre brutalité, si vous voulez, sur la scène internationale. Donc les Chinois respectent ça. Nous, on respecte tous les nuances historiques, et politiques et économiques de la Chine, mais cela dit, la Russie n'a jamais été et ne sera jamais un partenaire petit arrière la Chine. On a l'impression, quand on regarde la relation entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, il y a quelque chose de spécial entre ces deux chefs d'État. Mais ils sont de même génération et à mon avis, tous les deux, ils apprécient quand on tient la parole. Dans la politique internationale, c'est important. Contrairement à Macron, Scholz, des leaders britanniques qui se changent à la vitesse vraiment impressionnante, les leaders comme le leader russe, le leader chinois, ils savent que d'abord ils ont le temps devant eux et la deuxième chose, il tient la parole, donc il tient les accords. C'est ça ce qui est important aujourd'hui, c'est être sûr de ton partenaire, même si ce partenaire est un peu émotionnel et de temps en temps sort comme par exemple M. Erdogan, le leader turc, mais l'essentiel dans les contacts personnels, c'est justement cette entente, cette chimie, comme on appelle, entre les leaders mondiaux. Vous faites allusion aux accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par la France et l'Allemagne qui les parrainaient, quand vous dites que vous appréciez effectivement qu'un partenaire soit mais en fait, la France et l'Allemagne, les leaders français, Hollande et Angela Merkel de l'Allemagne, ils ont reconnu aujourd'hui que les accords de Minsk, c'était le moyen de sauver l'Ukraine de la défaite militaire inévitable à Donbass et d'aider à l'Ukraine de un peu renforcer sa infrastructure militaire avec l'aide occidentale. Donc pour nous, c'est une approche qui on peut pas apprécier vraiment quand on te ment dans les yeux. Et n'oublions pas aussi que les Français, comme les Polonais, comme les Allemands, ont été garants pour le président ukrainien Yanukovych au moment de Maïdan, au moment de coup d'État de 2014. Donc on voit bien qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, la parole d'un leader européen. La signature, la parole. La signature, la parole, ça vaut plus rien. Et pourquoi? Parce que le souveraineté est relatif. Ils doivent tout le temps appeler Washington pour demander est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ci. Donc malheureusement, on voit que aujourd'hui l'Union européenne, il me rappelle l'URSS dans des années 80. C'est vraiment un organisme très compliqué, mais qui est en train de partir dans tous les sens. Alors, avec la position d'Hongrie, avec toutes les discussions sur le 12e paquet de sanctions contre la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, contre nous, il y a 17 000 sanctions. Les Français, et donc dans le monde entier, on n'imagine pas l'ampleur de la pression qu'on fait sur l'économie russe et sur les Russes personnellement qui vivent en France ou qui vivent ailleurs. On bloque leurs comptes bancaires, on leur force de sortir avec le drapeau ukrainien, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ça c'est quelques espèces d'épidémies. Et j'espère que tôt ou tard, on va guérir. Mais il faut constater que la souveraineté, la possibilité de prendre ses propres décisions n'est plus là. Donc qu'est-ce que vous attendez? Comment est-ce que Moscou pourrait de nouveau faire confiance à Paris et Berlin? Je sais pas, avec des nouveaux leaders, avec la fin du monde unipolaire, avec la fin de dictat de Washington à Bruxelles, mais je vois pas si ça peut être le cas dans 10 ans qui viennent, quoi.